Et aujourd'hui, je voulais effectivement rebondir un petit peu sur ce que je vous ai raconté hier soir. J'ai effectivement, évidemment, pris beaucoup de plaisir à préparer cette conf d'hier, et je vous invite vraiment à lire les ouvrages de Camille Flammarion, notamment Les Terres du Ciel. Ces Terres du Ciel, j'ai basé ma conférence d'hier principalement sur cet ouvrage, un ouvrage que j'ai eu pour Noël. Merci Marion, ça c'est bien, c'était... La liste au Père Noël est utile. Et du coup, c'est vrai que cet ouvrage, c'est assez extraordinaire de le lire, tout simplement parce que quand vous le lisez, en tant que scientifique, vous avez vraiment l'impression que vous êtes, que vous avez cette démarche scientifique, vous avez les dernières nouvelles du système solaire. Camille Flammarion, quand il écrit de nombreux arguments scientifiques, et effectivement, on a vraiment cette sensation de, c'est justifié, c'est normal. Il y a des choses dont on parle qui semblent tout à fait correctes. Et effectivement, cette fin du 19e siècle, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est tout ce que j'ai raconté hier. C'était il y a un tout petit peu plus de 100 ans. Et en 100 ans, naturellement, on se rend compte aujourd'hui à quel point on a progressé. Hier, j'ai pu parler de la planète Mars, de la Lune principalement, et c'est vrai qu'en 100 ans, notre vision a été complètement révolutionnée. Il n'y a plus grand-chose de ce que Camille Flammarion racontait qui est aujourd'hui tienne actuellement. Plutôt, effectivement, c'est très intéressant. Hier, j'ai parlé d'astronomie, mathématiques et physique. Oui, finalement, tout ce qui était astronomie mathématique était vrai à cette époque-là. C'est-à-dire que on connaissait quand même assez bien les orbites, on connaissait assez bien les périodes de rotation, de révolution des planètes, etc. Et finalement, cette astronomie physique dont je parlais, qui, racontait l'environnement des planètes, etc. C'est là où le bas blesse, c'est que naturellement, on se rend compte que pour vraiment connaître une planète, il faut s'y rendre. Alors c'est intéressant cette vision aujourd'hui qu'on a parce que on commence un petit peu à faire cet même exercice sur les exoplanètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt d'avoir certainement de voir la surface des exoplanètes. On va certainement les détecter, on va peut-être les voir comme de petits points, mais avant de véritablement voir des détails à leur surface, il va falloir vraiment attendre. Là, quand même, au 19e siècle, on a des instruments d'optique qui tiennent le coup. On a quand même de grandes lunettes, on voit la surface assez précisément. La Lune, aujourd'hui, quand on regarde la Lune dans une lunette il y a 100 ans ou aujourd'hui, à peu de choses près, on voit la même chose. Donc c'est vrai qu'on voit dans quel cadre aujourd'hui on est conditionné quand... Naturellement, quand on vous montre la Lune dans un télescope, vous êtes tous là à vous dire « Ah, vous avez les cratères, les mers lunaires, etc. » Et vous connaissez tous à peu près l'histoire géologique de la Lune. À l'époque, quand on observait la Lune, on observait effectivement des végétations, des volcans, et c'était une autre Lune. Donc aujourd'hui, on va justement retracer un petit peu ce que j'ai raconté hier et puis voir un petit peu l'évolution des connaissances. J'aime beaucoup, j'ai commencé par cette slide, puisque les terres du ciel de Camille Flammarion, et puis un siècle plus tard, vous avez les terres d'ailleurs d'André Braic, petit clin d'œil à André. Et c'est vrai qu'on est toujours dans la même recherche de la connaissance, de la description des mondes planétaires, et ça va continuer. Évidemment, on essaye de plus en plus de décrire nos mondes, les mondes qui nous environnent, mais on a de plus en plus envie, évidemment, de décrire les mondes d'ailleurs. Et la conférence de François Forget hier a été exemplaire sur ça. C'est vrai qu'on est rentré dans ce nouveau monde, dans cette première génération, à pouvoir décrire finalement un petit peu les planètes autour des soleils, des autres étoiles. Juste avant de commencer, je vais vous faire un petit cadeau. J'ai eu la chance de récupérer un petit enregistrement sonore de Camille Flammarion. Et ça a été pour moi il y a eu quelques semaines, je suis allé visiter l'observatoire de Juvisy. Je vous invite à aller, si vous passez par Paris, vous contactez les amis de Camille Flammarion et ils seront
très heureux de vous faire visiter l'observatoire. Alors aujourd'hui, l'observatoire, malheureusement, il y a 2 étages qui sont complètement bloqués parce qu'il y a des problèmes de construction et des problèmes de sécurité. Donc les 2 premiers étages sont complètement bloqués. Mais par contre, juste au-dessus, la Société astronomique de France, notamment, a aidé à la rénovation de cette coupole et de la lunette de Camille Flammarion. Et donc quand vous allez là-bas, vous rentrez véritablement dans ce parc de Camille et vous pouvez aller voir cette lunette. Et j'ai pu rencontrer le président de cette association qui m'a donné ce petit enregistrement sonore. C'est pas très long, donc alors profitez-en. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été pris, donc je n'ai pas la date, mais vous allez avoir un petit aperçu de ce que Camille pouvait raconter à l'époque. Entièrement consacré à la recherche de la vérité et à l'élévation intellectuelle de l'humanité, et la manifestation si sympathique et si affectueuse dont vous m'entourez aujourd'hui. Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences, et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain. Voilà un petit mot de Camille. Ah, c'est assez émouvant quand même. Et vous avez vu, l'astronomie est certainement la plus belle des sciences. Donc, c'est ce qu'il racontait. Et effectivement, Camille Flammarion faisait beaucoup de conférences. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a été certainement frustré de peut-être pas faire plus d'astronomie professionnelle, dans le sens où effectivement il est rentré à l'Observatoire de Paris en tant qu'élève astronome. Et puis en 1862, il a été licencié par Urbain Le Verrier. Mais il a continué quand même au bureau des longitudes à faire des calculs de planètes. Et puis en fait, sa grande carrière, ça a été d'écrivain, c'est-à-dire qu'il a écrit beaucoup de livres de vulgarisation, il a fait de nombreuses conférences, et puis il a créé cet observatoire de Juvisy, où bon nombre d'astronomes sont allés observer. Il y a eu Antoniadi, notamment, qui est un astronome assez célèbre, pour justement avoir cassé le mythe des canaux. Et c'est vrai que Camille Flammarion a eu une grande période d'observation jusqu'à la fin du 19e siècle. Et à partir de vraiment début du 20e siècle, il a fait un peu moins d'astronomie. Il s'est intéressé, peut-être certains d'entre vous le savent, il s'est intéressé notamment à tout ce qui était spiritisme et fantômes. Il a essayé à l'époque, le phénomène n'était pas du tout compris, ou en tout cas, il y avait beaucoup de témoignages. Et il a pris ça comme un fait scientifique et il a écrit beaucoup aussi au sujet des fantômes et des esprits. Alors je voulais revenir tout d'abord sur la vision de la planète Terre. Cette planète Terre, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est tout à fait intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette image de la Terre. Vous le voyez, évidemment, quand on compare notre planète Terre aujourd'hui, il y a de grandes différences, notamment dans la couverture nuageuse. C'est assez étonnant parce que Camille Flammarion est conscient quand même, évidemment, qu'on vit sur une Terre très nuageuse. Et jusqu'au début des années 60, avec l'apparition des premières images de la planète Terre, il y a peu de vues finalement vraiment ressemblantes à la planète Terre. Vous voyez ici, vous voyez vraiment tous les continents et puis vous avez 2-3 traînées nuageuses, mais c'est à peu près tout. Et donc c'est vrai que trouver des vues fidèles de la planète Terre alors qu'on y vit, est assez compliqué à cette époque-là. Et durant ma conférence, hier, j'ai parlé notamment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé, une phrase de Camille Flammarion qui disait « S'il y a chez nous des pics comme le Gauri-Sankar, le plus élevé de la chaîne de l'Himalaya et de toute la Terre, dont la hauteur est de 8837 mètres. » Et donc, ça m'a interpellé parce que pour Camille Flammarion, la montagne la plus haute sur Terre à l'époque, c'était le Gauri-Sankar. Ce Gauri-Sankar, je me suis dit, mais pourquoi pas l'Everest? Surtout que vous notez que 8837 mètres, c'est-à-dire que c'est très très proche de la hauteur de l'Everest qui est de 8847 mètres. Du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une montagne équivalente, quasiment aussi haute que l'Everest, qui s'appelle le Gauri-Sankar? Et en fait, pour la petite anecdote,
À la fin du 19e siècle, il y a eu, dans les années 60, une expédition de Hermann Schlagenweit qui, pas loin de Katmandou, en fait, il est allé sur une montagne qui s'appelle Kolia. Et de Kolia, il a vu une montagne. Et cette montagne, en fait, il l'a appelée Gauri-Sankar. Et ce Gauri-Sankar, en fait, c'était l'Everest. Il s'est tout simplement trompé de montagne. Et le fait qu'il se soit trompé de nom de montagne entre le Gauri-Sankar et l'Everest, eh bien ça a mis un petit peu le doute à beaucoup d'alpinistes, de géographes de l'époque. Et au 19e siècle, certains ne voulaient pas donner le nom de cette montagne à Gauri-Sankar. Il a fallu attendre 1903 pour qu'Henry Wood aille se rendre compte que finalement le Gauri-Sankar qu'on connaissait était situé à quelques dizaines de kilomètres de l'Everest. Et c'était deux montagnes complètement différentes. Et donc voilà, Camille Flammarion racontait que c'était le Gauri-Sankar tout simplement à partir des connaissances de Schlagenweit, mais naturellement il s'est complètement trompé. Et vous voyez que le Gauri-Sankar, c'est une montagne bien plus modeste à 7181 mètres d'altitude. Donc vous voyez que même les montagnes, le nom des montagnes de notre propre planète Terre, ne sont pas finalement si bien connus encore. Aujourd'hui, on a l'impression qu'évidemment le monde a été bien exploré, mais c'est vrai qu'il y a encore un siècle, on découvrait toutes ces montagnes à la surface de la planète Terre. Alors je vais vous parler un petit peu, comme je l'ai fait hier, de la Lune, puisque c'est, comme le dit Camille Flammarion, c'est notre voisine, elle fait partie de notre famille, elle est située à 380 000 km, donc quand on écoute Camille Flammarion, on a l'impression qu'on connaît tout de la surface de la Lune. Il dit que voilà, les êtres les moins éduqués seraient surpris de savoir qu'on ait réalisé déjà la cartographie totale de la surface de la Lune, qu'on ait décrit toutes les montagnes, qu'on connaît toutes les hauteurs. Donc oui, effectivement, la Lune a été bien décrite à l'époque, mais par contre, on n'y comprenait rien. La planète Mars, on y fera un petit tour, et puis on finira aussi par les exoplanètes. Alors je commencerai par cette image. Vous le voyez, la différence d'imagerie. Alors voilà une photographie qui a été prise au temps de Camille Flammarion, qui est à l'intérieur de son livre Les Terres du ciel. Et voici une photo d'amateur prise aujourd'hui avec un télescope de taille à peu près similaire. Donc vous voyez que finalement, les données, ils les avaient, c'est-à-dire qu'on a quand même un nombre de détails très impressionnant. On voit les mêmes formations, on voit ces mers lunaires, on voit les cratères, etc. Et finalement, ce qui a changé, c'est tout simplement la compréhension des processus géologiques à la surface de la planète. Quand on se rend compte de cette photo, on avait tout pour réaliser une cartographie juste de la surface de la Lune, pour mesurer les reliefs, etc. Mais encore une fois, le meilleur moyen pour comprendre la géologie de notre Lune, c'est de s'y rendre et puis d'avoir des instruments de mesure qui nous permettent de caractériser toute cette surface lunaire. Donc cette surface de la Lune, voilà ce qu'on y disait, ce que Camille Flammarion racontait. On remarque un grand nombre de cratères, presque tous circulaires, ruines de volcans éteints. Les volcans sont l'exception sur la Terre et la règle générale sur la Lune. Donc ça, c'était effectivement très fort, parce que moi, évidemment, en tant que géologue planétaire, c'est la première chose, c'est certainement le petit bémol le plus important qui existe dans la littérature de Flammarion et de l'époque. C'est tout simplement qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était un cratère. Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que nous sommes il y a un siècle et nous sommes incapables de comprendre ce que sont ces dizaines, ces centaines, ces milliers de formations circulaires à la surface de la Lune. Et Flammarion, dans sa lunette, voyait à peu de choses près tout ça. Et à partir de ces images, cette image photographique ici, mais en dessin, il voyait la même chose, il racontait que toutes ces bouches ici étaient des volcans. Donc il y avait quand même sacrément d'activité volcanique à la surface de la Lune. Alors les cratères, lui-même était conscient finalement des différentes morphologies des différents cratères. Et c'est vrai que quand on le décrit, vous avez ce qu'on appelle les cratères simples. Ça, c'est le cratère Lichtenberg B de 5 km. Vous voyez, ce sont les plus petits cratères à la surface de la Lune qui ont une forme de bol.
Donc très simple, hein, une cavité circulaire parfaite avec des pentes, hein, et puis voilà, une forme en bol assez régulière. Donc tout ça, c'était connu sans aucun problème, hein, sauf que voilà, on prenait ça pour une caldeira de volcan. Autres cratères, hein, les cratères complexes. Hier, je vous ai raconté l'expédition d'un alpiniste en train d'escalader les montagnes lunaires. Vous aviez un cratère complexe. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est les cratères qui vont faire déjà quelques dizaines de kilomètres à la surface de la Lune, qui, vous le voyez, sont composés d'un pic central. Et le contour du cratère, eh bien, vous voyez, il y a aussi des espèces de marches d'escalier qui sont liées à des failles, comme ça, concentriques autour du cratère. Et ces cratères, voilà, sont déjà d'imposantes structures. Et puis, au-dessus du cratère complexe, vous avez les cratères, c'est pas complexe, mais les cratères à anneaux, notamment le bassin oriental, qui fait 900 km de diamètre. Hein, et vous le voyez ici, vous avez des structures circulaires concentriques, et qui sont qui nous permettent d'avoir des structures assez gigantesques, puisque sur la Lune, les structures peuvent atteindre plus de 1000 voire 2000 km de diamètre. Donc ça, vous le voyez, ces structures, on avait tout, on arrivait à décrire tout. Et Camille Flammarion disait, pour former un cratère, c'était ça, il y avait un jet liquide qui juste perforait la surface de la Lune et puis qui envoyait les éjectats en couronne et qui formait cet anneau circulaire. Donc voilà comment il racontait la formation des cratères. Et puis au moment où l'activité volcanique cessait, au centre, évidemment les cendres volcaniques étaient envoyées moins loin et du coup on avait la formation d'un petit pic central dans certains cas. Voilà comment on expliquait la formation des cratères. Alors c'est étonnant parce que quand vous lisez la littérature de la fin du 19e siècle, on se rend compte qu'en fait le processus quand même des cratères d'impact est discuté. C'est-à-dire que Camille Flammarion prend vraiment lui est sûr de lui, ce sont des volcans. Mais en fait, si vous vous rendez compte, à la fin du 19e, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'en général, les astronomes disent que c'est un processus géologique avec les volcans, et les géologues disent que potentiellement ce sont liés à des chutes de météorites. Donc, vous voyez, on ne comprend pas forcément le processus, hein, mais on touche un petit peu du bout du doigt. Et donc c'est vrai que ce processus aujourd'hui on le connaît, hein, je vous montrerai tout à l'heure comment on l'a trouvé, mais voilà un petit peu la formation des différents cratères. Hein. Ces cratères sont aujourd'hui effectivement tous liés à des impacts d'astéroïdes. La plupart des cratères à la surface de la Lune sont des cratères qui se sont formés entre 3 et 4 milliards d'années. Hein. Donc vous voyez que ce sont des surfaces très très anciennes. C'est ça qui est très bien avec la Lune, hein, c'est qu'on a accès à des terrains très anciens. C'est pour ça qu'on étudie la surface de la Lune ou la planète Mars. C'est que sur Terre, hein, des terrains de 3 milliards d'années, on n'en a quasiment pas. Alors que sur la Lune et sur Mars, on a une grosse majorité de terrains très très anciens. Alors ces cratères, hein, vous le voyez, 3 types de cratères, les cratères simples, les cratères complexes et les bassins à anneaux. Tout va commencer par une phase de contact, c'est-à-dire que l'objet principal, quand nous avons la formation d'un cratère, va pouvoir mesurer sur la Lune de quelques centimètres jusqu'à quelques dizaines de kilomètres, et les processus mis en jeu sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que, évidemment, sur la Lune, vous n'avez pas d'atmosphère. Vous n'avez pas d'atmosphère, donc vous ne ralentissez pas l'impacteur, et cet impacteur va arriver à la surface de la Lune. Et la vitesse, hein, comme sur Terre, à peu près, va être supérieure à 10 km/s. Donc évidemment, on va avoir une énergie cinétique phénoménale. Et effectivement, l'énergie principale est liée à sa vitesse, un peu à sa masse évidemment, mais cette vitesse extrêmement importante va ainsi permettre au moment de la phase de contact un transfert de son énergie cinétique et la transférer au sol en onde de choc qui va commencer à se propager. Alors, tout de suite, hein, au moment de l'impact, en fait, vous impactez la surface et vous avez tout de suite une onde qui est réfléchie. Et cette onde est tellement importante, la pression est tellement importante, hein, la pression au moment d'un impact peut atteindre 100 gigapascales. C'est-à-dire la pression que vous pouvez avoir à peu près à 2000 km en profondeur de la planète Terre. Des pressions comme ça, vous ne pouvez en avoir nulle part à la surface de la planète Terre.
100 gigapascales, c'est à peu près la pression entre 1500 et 2000 km de profondeur. Donc vous vous doutez bien que les modifications que vous allez apporter à la surface avec une telle pression, eh bien, va être phénoménale. Et au moment donc de l'impact, vous avez une onde de choc qui va rebondir directement et qui va vaporiser entièrement la météorite. C'est pour ça que lorsque vous avez des grandes structures d'impact, vous ne retrouvez pas la météorite. La météorite est complètement vaporisée. Dans certains cas, vous pouvez retrouver des petits morceaux, mais c'est rarement des morceaux qui ont impacté à pleine vitesse. Et donc voilà, la météorite est vaporisée et cette onde de choc va commencer à se propager à la vitesse d'une onde sismique, à peu près à quelques 4-5 km/s. Et en se propageant, eh bien, cette onde va commencer à fracturer tout le sous-sol et il va y avoir une partie aussi de relâchement où l'onde va remonter et on va commencer à éjecter les roches aux alentours du cratère. Et on va arriver à la fin de la phase d'excavation, où on va avoir ce qu'on appelle un cratère transitoire. Et ce cratère transitoire, c'est le moment où le cratère est le plus grand. Et à ce moment-là, eh bien, une fois que l'onde de choc a fini de faire son boulot, vous allez avoir des procédés plutôt gravitaires de transformation du cratère qui vont vous permettre soit d'avoir une structure en bol pour les plus petits cratères, la formation d'un pic central où vous allez avoir effectivement la remontée au centre de l'onde qui va provoquer une espèce de petite goutte au centre. Et puis en quelques dizaines de minutes, vous allez avoir le cratère qui va se stabiliser et former ce genre de structure. Et puis pour les très grands, le pic central remonte et puis va redescendre, un peu comme une goutte d'eau qui retombe dans l'eau. Vous allez avoir la formation d'anneaux concentriques qui vont se former. Et donc vous allez avoir ces grands bassins à anneaux. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on connaît assez bien ces processus. On a des cratères de ces types sur Terre. Vous avez des cratères simples, des cratères complexes et des cratères à des bassins à anneaux. Donc aujourd'hui, évidemment, depuis à peu près 50 ans, on arrive à comprendre les processus géologiques qui sont en jeu. Alors à propos justement de ces comparaisons qui sont faites avec les volcans, vous voyez que Camille Flammarion écrit son caractère volcanique n'est pas discutable et à ce titre, les formations volcaniques terrestres lui sont parfaitement comparables. Effectivement, à l'époque, fin 19e, on aime bien comparer la morphologie des volcans avec les morphologies des cratères d'impact terrestres. Et c'est cratères lunaires. Et c'est exactement ce travail qui va finalement induire en erreur beaucoup de scientifiques, puisque jusque dans les années 1960, donc il y a à peu près 50 ans, eh bien, il y a encore des scientifiques qui démontrent que les cratères lunaires ont une morphologie très proche des cratères volcaniques. Donc ça, c'est assez étonnant parce qu'il y a 50 ans, on comparait encore, certains pensaient encore que c'était des volcans à la surface de la Lune. Alors évidemment, quand vous regardez certains modelés, ici, vous devez y voir un trou. Peut-être certains d'entre vous y voient un dôme, mais c'est un trou. C'est la caldeira du mont Tambora en Indonésie, qui est rentrée en éruption très fortement en 1815. Et vous le voyez, cette structure circulaire, un petit peu en bol, pourrait ressembler effectivement à un cratère d'impact. Sauf que c'est le sommet d'un volcan. Et puis, Camille Flammarion, lui, décrit le mont Ténérife. Il dit, le mont Ténérife, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui ressemble le plus à la Lune. Alors oui, effectivement, quand on compare les bouches volcaniques, les calderas, on peut penser éventuellement que ça ressemble à certains cratères. Mais il oublie que c'est quand même sur une montagne, sur un mont, sur un volcan, alors qu'effectivement, en général, les volcans lunaires sont globalement à plat. Il y a aussi ce cratère, le cratère Lake. Peut-être que certains d'entre vous... Qui c'est qui va voir l'éclipse dans quelques semaines, là, quelques jours? Il y en a quelques-uns, pas nombreux. Il y en a un là-bas, deux. Et si vous allez sur la côte ouest, allez voir ce volcan, le cratère Lake, qui est un magnifique édifice volcanique. Et c'est vrai que quand on voit ce cratère Lake, on a envie de penser que c'est un volcan. Vous voyez que vous avez un espèce de petit piton central, une formation circulaire, ça vous donne envie. Vous avez envie de comparer les cratères complexes lunaires avec ce volcan. En fait, le problème qui est resté jusque dans les années 60, c'est qu'on n'a pas compris finalement ce que
les conséquences d'un cratère d'impact sur les roches terrestres. Prenez par exemple le cratère Rochechouart. Qui c'est qui est allé au cratère Rochechouart? Ça m'intéresse. Ah, vous n'êtes pas si nombreux, hein. 1, 2, 3, ouais, voilà. Il va falloir faire un peu de tourisme. Hein. Surtout que le cratère de Rochechouart, hein, la structure d'impact, parce qu'il n'y a plus de cratère en fait, hein, le cratère a complètement disparu. Mais si vous allez quand même à Rochechouart, hein, qui est pas loin, qui est à côté de Limoges, hein, donc vous voyez, vous n'êtes pas si loin que ça. Donc après le festival, hein, à partir de samedi, allez faire un tour. Là, les prochains jours, restez là. Mais à partir de samedi, eh bien, allez faire un tour à Rochechouart. Et à Rochechouart, eh bien, jusque dans les années 60, on se rend compte que les roches qu'on décrit à Rochechouart sont considérées comme des roches volcaniques. Et effectivement, quand on regarde certaines brèches, voici ici une brèche qui a été trouvée dans le Cantal. Donc Cantal, bel et bien un édifice volcanique. Une brèche, qu'est-ce que c'est? C'est une roche qui rassemble eh bien, des fragments, voyez, de roches dans une espèce de matrice plus fine. Vous voyez, vous avez des fragments de roches ici de différentes natures. Et ça, c'est une roche volcanique. Et sur certains volcans, par exemple ici, eh bien, c'est une roche qui vient du cratère de Ries en Allemagne. Eh bien, vous avez des fragments à peu près similaires. Bon, la grosse différence quand même, c'est que vous avez ces espèces de trucs noirs là, vous voyez. Ces fragments noirs, eh bien, ce sont des fragments fondus. Et ça a commencé à faire un petit tilt aux géologues. Quand ils ont étudié eh bien, ces structures noires, ils se sont rendus compte que c'était de la roche fondue. Vous allez me dire, de la roche fondue, on en trouve aussi en domaine volcanique. Vous savez que l'obsidienne, eh bien, c'est une roche volcanique qui a refroidi très rapidement. Donc, vous voyez qu'il y a une similitude entre les roches volcaniques et les roches d'impact. En fait, il a fallu attendre notamment 1960 pour que Gene Shoemaker, qui a étudié plus précisément le météore-cratère en Arizona, trouve à l'intérieur de ces roches des minéraux de haute pression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des minéraux qui se forment uniquement lorsque vous avez une pression très importante. Vous connaissez, vous, le quartz, hein, je pense que tout le monde connaît le quartz. Eh bien, ce quartz, si vous le plongez très profondément en profondeur dans la Terre, eh bien, ce quartz va garder la même composition, mais sa structure cristallographique va changer et il va se transformer en des minéraux comme la stichovite ou la cohésite. Et normalement, eh bien, de la cohésite, qu'on trouve uniquement en profondeur, normalement, n'a rien à faire à la surface de la Terre. Et Shoemaker, pourtant, a trouvé de la cohésite dans ces roches du météore-cratère. Et là, il a commencé à se dire, il s'est passé quelque chose pour que, quand même, on puisse transformer le quartz en cohésite. Ce qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui, c'est que quand vous avez un cratère d'impact, vous avez de profondes transformations minéralogiques. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme d'impact. C'est-à-dire qu'au moment du choc, la pression énorme va transformer les minéraux à l'intérieur de la roche. Donc effectivement, vous allez avoir des transformations comme ça, comme quartz cohésite. Vous allez avoir aussi, vous le voyez, ça ce sont des observations très récentes, hein, on comprend finalement ce que c'est depuis très peu de temps. Ici, vous avez un grain de quartz, vous voyez, et ce grain, eh bien, il y a des lignes, vous voyez, ces lignes très resserrées là, et qui ont des orientations différentes. Eh bien, ces lignes-là, vous ne les trouvez qu'en contexte de cratère d'impact. Il a fallu attendre effectivement les années 70 ou 80 pour commencer à comprendre ce qu'étaient ces lignes, et finalement de les attribuer à l'impactisme. En fait, ici, vous avez les plans cristallographiques du quartz, et ces plans ont finalement bougé un petit peu, ont été modifiés par la haute pression. Et ça, c'est ce qu'on appelle des PDF, hein, Planar Deformation Features, des déformations planaires. Et donc, effectivement, quand aujourd'hui vous voulez démontrer qu'un cratère d'impact existe sur Terre, vous cherchez ces structures-là. Si vous les trouvez, vous validez votre cratère d'impact. Autre formation qui permet de valider un cratère d'impact et qui n'était pas du tout connu à l'époque de Flammarion évidemment, eh bien ce sont ces petits cônes, vous voyez, ces cônes fuyants là, ce qu'on appelle des shatter cônes ou des cônes de percussion. Eh bien ces petits cônes, ce sont des fractures qui se forment pareil à très haute pression dans les roches au moment de l'impact. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que ces roches sont comprises uniquement depuis quelques décennies.
Donc c'est effectivement relativement nouveau et à l'époque, Camille Flammarion ne pouvait pas comprendre ce que c'était un cratère d'impact parce que tout simplement, il ne s'imaginait pas, premièrement, qu'il y a un réservoir tellement important d'impacteurs qui puisse faire autant de cratères d'impact et puis deuxièmement, il ne comprenait pas évidemment les processus physiques qui permettaient de transformer les roches à la surface d'une planète. Alors, vous le voyez aussi, sur les cratères, Camille Flammarion décrit ceci. On voit depuis le bord de ce puits plusieurs traits blancs et illuminés dont la plupart étrécissent à mesure qu'ils s'en éloignent et s'étendent jusqu'à d'autres puits d'une semblable construction. Donc là, on a encore une ambiguïté sur est-ce que c'est quand même des constructions. Effectivement, j'ai lu le témoignage d'Hartsocker en 1694 hier qui disait que ces lignes étaient tout simplement des chemins aplanis construits par les habitants de la Lune. Et vous voyez qu'aussi, au milieu de la région australe, domine la montagne grandiose de Tycho avec les chaînons qui en rayonnent en leur sens. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie du texte de Hartsocker et cette phrase-là fait partie du texte de Camille Flammarion. Alors, on parle de quoi ? On parle de Tycho. Ce cratère Tycho, je suis sûr que certains l'ont vu avec un télescope ou une paire de jumelles. Vous observez simplement ce cratère de 87 km de diamètre avec, vous le voyez, tous ces rayons, ces raies-là qui partent de tous sens. Et donc voilà les fameuses routes lunaires qu'on voyait à la fin du XVIIe siècle. Et Hartsocker dit que toutes ces lignes rejoignent d'autres édifices qui sont plus petits. Donc ça, c'est la capitale de la Lune avec effectivement les villes aux alentours. Évidemment, aujourd'hui, on sait très bien que tous ces traits sont liés en fait aux éjectats de roches qui sont envoyés très très loin au moment de la formation du cratère. Alors justement, imaginez-vous que quand vous formez ces raies, vous envoyez finalement des blocs de roches gigantesques et qui vont eux-mêmes retomber à la surface. Et quand on observe la surface de la Lune, pas loin du mont Tycho, du cratère Tycho, vous observez ces chapelets de cratères ici. Vous voyez ces chapelets de cratères? Alors ces images, elles sont issues du site de Pierre Thomas, j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a un excellent papier, un excellent article de Pierre qu'il a écrit sur le cratère Popigaï et il compare ce cratère terrestre au cratère Tycho. Et vous le voyez, ces chaînons-là de cratères rectilignes ici, ce sont tout simplement des éjectats de roches qui ont été envoyés très loin et qui reforment à leur tour de petits cratères d'impact sur des chemins linéaires. Alors, imaginez-vous que à certains endroits, on voit la formation de ces cratères, et pas loin de Tycho, on arrive à voir des blocs ici de quelques dizaines de mètres à la surface du cratère. Voilà au moment de la formation d'un cratère, ce qu'on peut envoyer aux alentours d'un cratère d'impact. C'est quand même des gros machins. Et évidemment, je peux pas montrer, je me permets, Pierre, de montrer cette photo que tu as mise sur le site. Vous voyez ici une photographie prise par Patrice Brunton, qu'on retrouve dans l'article de Pierre. Vous tapez Popigaï, P-O-P-I-G-A-I, et Planète Terre, et vous tombez sur cet article. Et vous voyez ici un affleurement, on est en Russie. Et là, vous avez certainement la plus grande brèche d'impact au monde, avec ici ce bloc qui mesure plusieurs dizaines de mètres. Voilà un bloc qui a été arraché au moment de la formation du cratère d'impact de Popigaï et qu'on retrouve ennoyé dans cette espèce de matrice. Donc vous voyez que même sur Terre, vous avez des blocs comme ça phénoménaux qui se sont arrachés au moment de la construction des cratères d'impact. Alors sur la Lune, vous le voyez, on parle souvent, Camille Flammarion parle d'atmosphère et aussi de brume, de brouillard. Vous voyez, la Lune doit être environnée d'une atmosphère peu épaisse mais relativement dense. Ces brumes, brouillards, vapeurs ou fumées dont ils deviennent de moins en moins possible de douter, plusieurs observateurs ont vu sur la Lune des clartés énigmatiques qu'ils ont attribuées à des aurores boréales. Vous voyez que on raconte pas mal de choses. Donc,
Bref, la conclusion, c'est qu'à l'époque, et même depuis des siècles et des siècles, on semble voir de petites lueurs à la surface de la Lune, mais on n'arrive pas à les comprendre. Et c'est pour ça qu'on dit un coup c'est les forges des habitants de la Lune, un coup des aurores boréales, un coup des nuages, de la brume, bref, on ne sait pas. Aujourd'hui, on pense avoir trouvé la solution et savoir ce que tous ces astronomes ont vu à force d'observer la surface de la Lune. Regardez un petit peu ce que ça pourrait être. Regardez au milieu des rectangles verts. Bon, ça c'est une comète à kérosène. Est-ce que vous avez vu ? Je le remets. Soyez un peu... Voilà, soyez focus. Et à l'intérieur des carrés verts, regardez au centre. Je le remets. Qui c'est qui n'a pas vu encore ? Je le remets ? Il n'y a pas de honte ? Allez, je le remets un petit coup. Vous avez tous vu ? Un petit flash lumineux. Voici l'éruption d'un volcan à la surface de la Lune. Camille Flammarion, il aurait dit, il y a eu un truc là. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, on arrive à imager ces phénomènes. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Hein. Et attention, hein, ce n'est pas dans le bruit de la caméra. C'est un phénomène qui est réel. C'est un phénomène qui existe à la surface de la Lune. Alors là, vous avez vu, hein, dans la majorité des cas, c'est des phénomènes qui durent quelques dizaines de millisecondes, qui sont à la résolution finalement temporelle de nos caméras. Ce sont des phénomènes qui, pour la première fois, ont été vus dans la nuit du 17 au 18 novembre 1999. Ça vous dit quelque chose ? Pas l'éclipse. 17 au 18 novembre 1999, ouais. Alors, ça dit 17 au 18 novembre. Est-ce qu'il y a des astronomes dans la salle ? Il y a quoi le 17 au 18 novembre ? Alors, comète, ouais, des météores, il y a les fameuses Léonides. Vous savez que tous les 33 ans, il y a une pluie d'étoiles filantes qu'on appelle, enfin, alors on les observe tous les ans, hein, mais c'est vrai qu'au moment de 99, il y a eu l'essaim météoritique des Léonides qui était très actif. Et en 1999, dans cette nuit, eh bien, on pouvait y voir des centaines de météores sur Terre. Et à ce moment-là, eh bien, il y a eu 3 équipes, une équipe espagnole, une équipe américaine et une équipe japonaise, qui ont jeté un coup d'œil à la surface de la Lune, qui ont enregistré la Lune pendant toute la nuit, et ils ont détecté une vingtaine de flashs de ce type-là. C'est la première fois qu'on avait des images de ces phénomènes-là. Alors, je vais vous en montrer, avant de vous dire ce que c'est, je vais vous montrer le plus beau. Le plus beau s'est formé, vous le voyez, le 11 septembre 2013. Et vous allez le voir, hein, ce petit... Attendez, hop. Attendez. J'y arrive pas à enlever là. Non ? Hi. Ah, si. Ah. Voilà. Non. Je vais y arriver. Voilà. Vous voyez ce flash qui dure 8 secondes, celui-là. Hein. Gigantesque. Hein. Et ce flash, hein, c'est l'équipe espagnole qui l'a observé pour la première fois. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui a été d'une extrême importance. En fait, qu'est-ce que c'est que ce flash lunaire ? Eh bien, ce sont tout simplement des impacts à la surface de la Lune. En fait, nous avons des morceaux souvent de comètes ou d'astéroïdes qui vont arriver à pleine vitesse et au moment de l'impact, vous allez fondre les roches à la surface, vous allez les éjecter, vous allez éjecter des tonnes de petites gouttelettes de roches fondues et toutes ces petites gouttelettes de roches fondues vont émettre thermiquement de la lumière vers la Terre, un peu comme la lave, hein. Vous allez avoir plein de petites gouttelettes fondues qui vont être éjectées et qu'on va pouvoir observer depuis la Terre. Donc vous le voyez, hein, on a effectivement sur Terre, par exemple, on peut retrouver ces gouttelettes, hein, c'est ce qu'on appelle les tectites. Hein, voilà des roches fondues qui sont éjectées à la surface de la Terre au moment des impacts. Alors je vois que le temps passe en fait, je suis très bavard. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire tout, mais du coup le
voilà aussi également une observation de Monsieur Klein qui a dit pour la première fois avoir observé le 19 mai 1876 un nouveau cirque de 4500 mètres de diamètre. Alors ça c'est Flammarion qui dit ça, que Monsieur Klein a découvert un nouveau cratère de 4500 mètres de diamètre et que Flammarion n'avait pas vu sur ses dessins. Alors honnêtement, voilà ce que ça pourrait être. C'est qu'effectivement, à partir des flashs d'impact aujourd'hui, on arrive à découvrir de nouveaux cratères d'impact. Donc vous le voyez, ça c'est l'image avant le flash, et voici le cratère d'impact qui s'est formé au moment du flash d'impact du 17 mars 2012. Ici, ce cratère mesure 30 mètres de diamètre. Si je vous montre un autre cratère qui a été détecté ici, vous le voyez, voilà un cratère lunaire, et là, vous voyez le nouveau cratère qui mesure une 50aine de mètres de diamètre. Ça, c'est le cratère qui s'est formé suite au flash le plus long que je vous ai montré. Mais vous voyez que ce sont des cratères qui se forment, qui mesurent quelques dizaines de mètres de diamètre. Là, quand même, Klein dit qu'il a observé la formation d'un cratère de 4500 mètres de diamètre. Alors certes, c'est peut-être possible, la coïncidence est possible, mais quand même, 4500 mètres, c'est quand même un gros cratère d'impact, et évidemment, les fréquences de formation de ces cratères est quand même très faible. Donc est-ce que tout simplement Flammarion n'a pas vu le cratère que Klein a cartographié plus tard? Ça, c'est possible également. Mais toujours est-il que, vous voyez, des cratères, des nouveaux cratères d'impact, eh bien, on en voit régulièrement. Depuis 2009, on en a détecté 222 grâce à l'imagerie haute résolution. En 7 ans, on a détecté 222 nouveaux cratères d'impact. Et quand on étudie le flux d'impact, eh bien en fait, on se rend compte que tous les ans, à la surface de la Lune, on a environ 2000 cratères d'impact de plus de 2 mètres qui se forment tous les ans. 2000 cratères d'impact. Vous voyez, il y en a de la collision. Heureusement que nous, évidemment, on a notre atmosphère, donc on réduit très très fortement le nombre de collisions, et en fait, on retrouve finalement tous ces objets qui forment des cratères, en fait, on les retrouve sous forme de météorites. Enfin, on ne les retrouve pas, mais elles arrivent à la surface de la Terre sous forme de météorites. Donc vous voyez que la Lune est fortement impactée. Il va falloir quand même affiner fortement ce flux d'impact si un jour on veut quand même envoyer des hommes sur la Lune à long terme. Il n'y a pas eu d'accident pour le moment. Évidemment, 2000 cratères sur toute la surface de la Lune, on se dit que ça va, c'est pas trop fréquent. Il y a de la marge, mais quand même, il faut mieux pas se trouver en dessous d'un de ces impacts. Alors, du coup, sur la Lune, Camille Flammarion dit que de la végétation doit exister dans les plaines désignées sous le nom de mers. Donc, vous le voyez, voilà, c'est les mers lunaires. Ça pourrait très bien être une image que Camille Flammarion a réalisée. Et vous le voyez, à 1123 km de diamètre, cette mer des pluies. Alors, cette mer des pluies, elle a été largement décrite par Camille Flammarion en disant qu'il observait des variations de couleurs dans ces mers. Alors, je ne sais pas ce qu'il a vu, honnêtement. Je ne sais pas à quoi sont dus certainement des jeux d'ombre ou des jeux liés aux différentes phases lunaires, mais il n'y a pas grand-chose à voir de grandes variations. Si vous zoomez un peu sur cette mer, eh bien là, voilà ici une image d'Apollo 15, où vous voyez ces espèces d'écoulements, là, ces espèces de coulées, eh bien tout ça, ce sont des coulées de lave. En fait, les mers lunaires, c'est tout simplement de la lave qui a rempli de gigantesques bassins d'impact. Donc, ici, vous avez le contour du bassin d'impact, très ancien, de 1000 km de diamètre. Vous avez fortement fracturé votre sol lunaire et la lave est remontée avec un différé, parce que le bassin d'impact, lui, s'est formé il y a à peu près 4 milliards d'années et la lave, ici, est plutôt datée autour de 3,5-3 milliards d'années. Donc la lave, il va falloir du temps pour l'accumuler au fond du cratère. Donc vous voyez tous ces bassins d'impact ici qu'on observe à la surface de la Lune. Ça, c'est une carte topographique de la Lune, avec en jaune les terrains les plus élevés, en bleu les terrains les plus bas. Et vous voyez qu'il y a une grande dizaine de bassins d'impact à la surface de la Lune. Et si on fait une coupe de cette croûte, vous voyez que vous avez la croûte là, dont l'épaisseur est totalement irrégulière, avec ici des bassins d'impact. Et tout ce qui est en noir, c'est de la lave qui est remontée à la surface de la Lune. Voilà à quoi ressemble un champ de végétation selon Camille Flammarion. Évidemment, ça c'est la mission Apollo 15, dans cette mer des pluies. Vous le voyez, c'est un désert de roches.
de poussière, donc évidemment, il n'y a jamais eu un brin d'herbe qui a poussé à la surface de la Lune. Par contre, là où il avait raison, c'est qu'il y avait quand même du volcanisme. C'est-à-dire que je vous dis depuis tout à l'heure que toutes ces montagnes sont des cratères d'impact, oui, mais il y a du volcanisme qui a effectivement rempli ces mers lunaires. Et vous le voyez, ça c'est une image qui a été prise par la sonde Gray, là, qui nous permet de sonder les profondeurs de la croûte, notamment pour voir les anomalies de gravité. Et vous voyez qu'à la surface, vous avez des espèces de structures comme ça, rectilignes. Eh bien, ces structures rectilignes, on pense que ce seront ce qu'on appelle des dikes, c'est-à-dire des intrusions de magma qui traversent les couches. Et vous le voyez ici dans le Colorado, on voit très bien ces espèces de dikes, de roches volcaniques bien rectilignes, qui ressemblent à ces structures lunaires, sauf que celle-là va mesurer quand même quelques centaines de kilomètres. Et puis à la surface de la Lune, j'en ai pas parlé hier, mais c'est vrai que Camille Flammarion en parle souvent. Il parle de ces rainures ici. Il a raison, dans son livre, il dit que ce n'est pas de l'eau qui a coulé, on ne comprend pas la formation de ces rainures. Et en fait, toutes ces rainures sont d'anciens tubes de lave, de la lave qui a coulé. Ici, on a la vallée de Schroeter avec une bouche volcanique. Et vous avez la lave qui a coulé dans ce tunnel. Donc vous voyez quand même que sur la Lune, il y a eu une forte activité liée aux impacts et liée à l'activité volcanique. Sauf que cette activité volcanique s'est arrêtée certainement sur la Lune autour du milliard d'années. C'est-à-dire que les terrains les plus récents volcaniques sont datés autour du milliard d'années, sachant qu'il y a évidemment une erreur, une grosse incertitude sur ces datations. Alors passons maintenant un petit peu à Mars. Sur ce que je vous ai raconté sur Mars, voilà une image qui a été prise par François Collat, là, qui est dans la salle, avec le télescope de 1 mètre du pic du Midi. Ça, c'est certainement, depuis la Terre, ce qu'on fait de mieux en imagerie. C'est-à-dire que voilà globalement ce qu'avec un télescope et une bonne caméra, vous êtes en mesure de photographier. Donc là, vous voyez effectivement bien la calotte polaire, vous avez un petit nuage de poussière, vous devinez ici les cratères à la surface de la planète Mars. Ici, vous avez Valles Marineris, qu'on observe. Sur cette image, ce qui est intéressant, c'est que comme l'observe Flammarion, vous avez effectivement des taches claires et des taches sombres. Alors voilà, lui, effectivement, Flammarion dit il est très rationnel de considérer que les régions claires comme des terres et les régions sombres comme des mers. Donc pour lui, voilà, c'était simple. Tout ça, c'était des mers, des océans, et ici, vous aviez les continents. Alors naturellement, voilà une cartographie faite par Flammarion. Alors c'est très intéressant. J'ai inversé l'image parce que vous allez voir que tout à l'heure, j'ai une image aujourd'hui qui nous permet d'une cartographie de ces taches claires et de ces taches sombres. Regardez un peu l'image aujourd'hui, il y a pas mal de choses similaires. Ici, vous avez Syrtis Major, ici, vous avez le bassin d'Hélas, ici, vous avez le bassin d'Argyre, Valles Marineris, les monts Tharsis. Et vous voyez que Camille Flammarion avait observé effectivement Syrtis Major, le bassin d'Hélas. Alors, Valles Marineris, certainement ici. Olympus Mons, il n'observait pas grand-chose. Il n'a pas cartographié grand-chose à la surface d'Olympus Mons. Mais, vous le voyez, pareil que sur la Lune, il a réalisé une cartographie quand même assez complète de la surface de Mars, en voyant des morphologies, des différences de teintes. Donc, l'instrument permettait de décrire la surface de Mars, sauf que il ne comprenait pas grand-chose. Il ne comprenait même rien. Effectivement, quand... ce qu'il considère comme étant des mers, aujourd'hui, on le sait, voilà la carte donc, de Flammarion. Et au-dessus, ça c'est une carte de l'épaisseur de poussière à la surface de Mars. Là où c'est rouge, il y a beaucoup de poussière. Là où c'est bleu, il y a peu de poussière. Et vous voyez que finalement, les zones sombres qu'il décrivait sont tout simplement des zones où il y a très peu de poussière, où on a directement accès finalement aux roches martiennes, aux roches volcaniques martiennes. Et donc, vous le voyez bien, il y a quand même une très bonne corrélation entre ces observations, sauf que ce qui est évidemment étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, cette limite en bleu, là, ça coïncide avec nos terrains cratérisés de l'hémisphère sud, donc des continents, et ici, ce sont les plaines de l'hémisphère nord. Et il y a 3-4 milliards d'années, quand on pensait qu'il y avait de l'eau à la surface de Mars, on pensait qu'ici, il y avait un océan, et ici, c'était les terres. Donc exactement l'inverse de ce que décrivait Flammarion. Donc vous voyez que c'est assez intéressant de comparer quand même ces observations de réalisées, puisque naturellement, il n'avait pas les billes pour comprendre véritablement les processus géologiques à la surface de Mars.
Vous le voyez, également, on peut parler de la coloration, de toutes les explications que l'on puisse donner de cette coloration, celle qu'il attribue à la végétation inconnue, qui doit revêtir en surface continentale, est la plus rationnelle. Donc voilà, donc pour lui, là où il y avait des continents, eh bien c'était de la végétation rouge. Voilà, il parle du coquelicot comme l'emblème de la botanique martienne. Donc il imagine des champs de coquelicots. Et vous voyez, après il dit autrement, il faudrait supposer que par un miracle constant de stérilisation, le sol est resté partout aride et tout à fait improductif. Donc voilà, il émet l'hypothèse, mais c'est pas possible d'avoir un désert sur Mars. Et donc évidemment, il avait tort. Voilà à quoi ça ressemble le sol martien. C'est un sol complètement désertique. Et effectivement, il n'y a pas de coquelicots à la surface de Mars, désolé. Cette surface rouge, cette coloration, évidemment, elle n'était pas comprise. Cette coloration, elle est liée notamment à l'oxydation des minéraux de fer à la surface de Mars. Mais cette couche est tout à fait superficielle. Si vous faites un petit trou, vous voyez, vous trouvez les roches grisâtres, des roches plutôt volcaniques à l'intérieur. En fait, cette couche d'oxydation est liée à l'oxydation de l'oxygène de l'atmosphère. Pas l'eau qui a coulé, c'est cet oxygène atmosphérique qui a fabriqué ce petit vernis de surface à la surface de la planète Mars. Et vous voyez, ça c'était le grand débat, le grand point de Camille Flammarion et puis de Schiaparelli, puis qui a fait un grand débat jusque dans les années 1920. Il y a sur cette planète, traversant les continents, de grandes lignes sombres auxquelles on peut donner le nom de canaux. Alors ça c'est intéressant parce que si vous étiez là hier, dans le texte de Schiaparelli, lui est quand même très mesuré. Il dit qu'il y a des canaux, qu'il y a des formations rectilignes, etc. Mais que finalement, on ne comprend pas du tout la formation. Et je pense que Camille Flammarion a été l'un des premiers à dire, voilà, des constructions artificielles, on ne peut pas imaginer autrement. Donc cette cartographie réalisée par Schiaparelli, vous voyez quand même, elle est démente. Évidemment, cette cartographie est liée à des illusions optiques liées au télescope ou à l'observation. Pourtant, dans son texte, il dit « Oui, non, j'ai pas fait de faute, j'ai pas fait d'observation, il n'y a pas d'illusion. » Mais quand on compare évidemment la cartographie faite par Schiaparelli et aujourd'hui l'observation, vous voyez qu'il n'y a aucune de ces lignes rectilignes. Donc évidemment, les canaux, à partir de 1920 à peu près, notamment par les travaux d'Antoniadi à l'Observatoire de Meudon, on a démontré que ces canaux n'étaient pas là, aux grandes dames de Percival Lowell, qui lui avait investi des millions d'euros pour construire une belle lunette à Flagstaff pour étudier ces canaux. Et lui, jusqu'à sa mort, il était persuadé de la présence de ces canaux. Alors des canaux, nos canaux martiens, évidemment, aujourd'hui, ils sont là. En fait, il n'y a pas de canaux, on ne peut pas les voir depuis la Terre. Par contre, aujourd'hui, évidemment, grâce aux sondes spatiales, on a pu imager la surface de la planète Mars et on a pu cartographier les rivières à la surface de Mars. Parce que oui, il y a beaucoup de lits de rivières à la surface de la planète Mars. Aujourd'hui, on a cartographié à peu près 400 000 km de lits de rivières à la surface de la planète Mars. Et vous le voyez, tout ce qui est en rouge et orangé, ce sont des lignes très fines qui étaient évidemment, qui n'étaient pas observables depuis la Terre, qui ne sont toujours pas observables depuis la Terre. Il faut une mission spatiale, qui a été, notamment, toutes ces rivières ont été détectées dans les années 60 par les sondes Mariner. Et vous avez effectivement toutes ces lignes un peu partout qui sont de belles rivières martiennes qui étaient actives il y a 3,5 milliards d'années, 4 milliards d'années. Et vous le voyez bien avec des réseaux ramifiés, avec tous ces lits de rivières qui se connectent les uns aux autres pour former une vallée de plus en plus large et puis s'en aller en aval. Vous avez également ce même genre de morphologie ici. Donc effectivement, la formation de ces rivières, Flammarion n'avait pas totalement tort, c'est-à-dire que il y a eu de l'eau, mais bon, il n'a pas du tout fait les bonnes observations pour en arriver à cette conclusion. Ces lits montrent une activité fluviale très ancienne à la surface de la planète Mars. Je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, de l'histoire de la planète Mars maintenant, mais des rivières, il y en avait. Et il y a aussi des vallées, ce qu'on appelle des vallées de débâcle. Vous voyez qu'ici, nous avons le dôme de Tharsis, et vous avez des vallées gigantesques. Alors,
Flammarion n'aurait, je pense, enfin c'est pas observable depuis la Terre, mais quand même vous avez des structures qui sont presque de l'ordre de grandeur de ces fameux canaux. Hein. Ici, vous voyez, toutes ces vallées de débâcle mesurent plus de 1000-2000 km de diamètre avec des largeurs de quelques dizaines de kilomètres. Ces vallées de débâcle, en fait, sont liées à des relâchements d'eau. Aujourd'hui, on ne comprend pas encore totalement les processus mis en jeu, mais nous avons des grandes quantités d'eau qui sont larguées d'un coup et qui vont former des vallées gigantesques. Hein. Ici, vous voyez que la vallée fait plus de 200 km de large, avec des vallées très incisées et des débits calculés, vous voyez, de 100 millions de mètres cubes par seconde, largement supérieurs au débit de l'Amazone. Donc, à la surface de Mars, oui, il y a eu des rivières avec de l'eau assez pérenne qui a coulé pour former les réseaux de vallées. Et oui, vous avez eu aussi de grandes quantités d'eau qui ont été relâchées dans les plaines de l'hémisphère nord par un processus encore un peu inconnu. Et cette eau, à cette époque-là, là on est à peu près il y a 3 milliards d'années à la surface de Mars, on pourrait rêver, alors peut-être pas d'une Mars aussi aquatique avec autant d'eau, mais quand même, dites-vous quand même que toute cette eau avec de tels débits vont arriver forcément dans les plaines de l'hémisphère nord et à un moment donné, cette eau doit rester stagnée un certain temps dans les plaines de l'hémisphère nord. Et rappelez-vous quand même qu'autour de 3 milliards d'années, il y a encore quand même de nombreux impacts qui arrivent à la surface de la planète Mars. Et récemment, on a trouvé peut-être, certainement des traces de tsunami. Des traces de tsunami, des travaux qui ont été réalisés notamment par Antoine Séjourné qui est dans la salle là, et puis François Cottard. Vous le voyez qu'ici nous sommes à la limite entre les plaines de l'hémisphère nord martienne et les terrains de l'hémisphère sud. Et sur tout le bord ici, vous avez des traces de tsunami, des espèces d'écoulements de boue comme ça, vous voyez, qui montrent l'eau B avec un sens d'écoulement dans ce sens. Vous allez me dire, ça pourrait être une coulée de lave. Mais sauf que notamment l'équipe avec François Cottard et Antoine Séjourné, on a pu réaliser la modélisation de la formation d'un cratère dans ces plaines de l'hémisphère nord. Et au moment, si vous avez un océan dans l'hémisphère nord avec un cratère, vous allez avoir une onde, un tsunami une grande vague qui va se propager et qui va arriver, vous le voyez, qui va rentrer dans certaines vallées, là, à la limite entre les plaines de l'hémisphère sud et les plaines de l'hémisphère nord, et vont s'enfouir à l'intérieur de ces vallées. Et quand on regarde au fond de ces vallées, ça, moi, c'est l'image que j'adore. Cette image, voilà, des traces d'un tsunami, où ici, vous avez des plateaux, des lambeaux de plateaux, ici, et là vous avez une vallée, et vous avez cette coulée de boue, vous voyez, qui est rentrée à l'intérieur de ces vallées, et ce qui est le plus remarquable, c'est que vous voyez, regardez cette langue de boue, elle a remonté sur le plateau. Elle avait assez d'énergie pour être au fond de la vallée, et d'un coup elle est remontée à plus de 100 mètres au-dessus du fond de la vallée. Et ça, des phénomènes, des coulées de boue qui ont autant d'énergie, le processus qui peut l'expliquer, ce sont les tsunamis. Donc, nous sommes il y a 3 milliards d'années à la surface de Mars. Il y a certainement encore beaucoup d'eau. Est-ce qu'elle est plus ou moins stable? Ça, il faudra demander à François Forget. Mais toujours est-il qu'on doit avoir encore des océans persistants avec des impacts qui forment des tsunamis. Donc oui, il y avait certainement des océans encore assez tardifs à la surface de la planète Mars. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a une grosse partie, François l'a expliqué hier sur les exoplanètes, mais c'est un gros travail réalisé, que ce soit sur Terre, sur Mars ou sur toutes les planètes du système solaire, pour comprendre justement le climat de ces planètes. Et effectivement, Camille Flammarion, lui, raconte, cette atmosphère paraît être sensiblement moins dense que celle que nous respirons. Donc voilà, tranquille, il y a une atmosphère qui est vivable, il n'y a pas de problème pour les habitants de Mars, mais elle est un tout petit peu plus fine. Et l'aspect de la géographie de Mars prouve que l'eau y est à l'état liquide. Alors évidemment, ces observations, lui, elles étaient basées sur le fait qu'il voyait une calotte polaire. Il disait, sur cette calotte polaire, il y a de l'eau liquide, il y a de la glace d'eau qui va se condenser pour former des nuages. Et ainsi, il décrit un cycle de l'eau. Donc pour lui, c'est tout à fait normal d'avoir des mers et des océans et de l'eau liquide à la surface. Sauf que, aujourd'hui, l'atmosphère martienne, elle n'a pas changé en 100 ans. L'atmosphère, ça c'est une image de la planète Mars, vous devinez l'atmosphère martienne ici, et cette atmosphère est ridicule par rapport à celle de la planète Terre. La pression moyenne est de 6 millibars, vous voyez que la composition est différente de celle de la planète Terre, vous le savez, sur Terre il y a principalement de l'oxygène et du diazote,
Et sur Mars, on trouve principalement du dioxyde de carbone à 96% quasiment. Donc, évidemment, cette atmosphère, elle est là, mais elle n'est pas respirable, évidemment, même s'il y a peut-être une adaptation des Martiens, mais ce n'est pas le cas. Et vous le voyez ici, ce diagramme de phase de l'eau, où vous avez aujourd'hui, ici, là nous sommes à 1 bar sur Terre, des conditions terrestres où globalement, vous avez la glace, à 0 degré, elle va se transformer en liquide, et puis à 100 degrés, elle va se transformer en gaz. Sur Mars, comme vous êtes à 6 millibars de pression, eh bien vous le voyez, nous ne passons pas par la phase liquide. Nous avons une phase glacée, où il y a effectivement de la glace d'eau. Et quand nous passons ce point autour de 0 degré, eh bien, nous passons directement à la phase vapeur. Donc, a priori, eh bien, il ne peut pas y avoir d'eau liquide aujourd'hui à la surface de la planète Mars. Vous le voyez sur Flammarion continu, pour observer la planète Mars, il faut que le temps soit au beau pour les habitants de cette planète comme pour nous. Donc ça, c'est quand même une bonne idée, c'est qu'il faut qu'il fasse beau sur les 2 planètes. Très bonne observation. Effectivement, il y a des jours, des saisons entières, même où cette atmosphère est brumeuse, nuageuse sur une grande étendue géographique. Donc ça, effectivement, il avait fait encore de bonnes observations. Parce que régulièrement, vous le voyez, voilà une tempête qui s'est mise en place entre le 10 juin 2001 et le 31 juillet 2001. Vous voyez que là, vous notez de nombreux détails. Et là, vous avez le sable qui est remonté, une tempête générale, une tempête globale qui va empêcher de voir la surface de la planète Mars. Et vous allez avoir effectivement beaucoup de ce sable martien qui va être en suspension au-dessus de la surface martienne. Alors des nuages, il y en a à la surface de Mars, vous le voyez sur ces images. On a de belles images de nuages partout à la surface de Mars, sauf que principalement, eh bien, tous ces nuages que vous observez, eh bien, ce seront principalement des nuages, pas d'eau, mais des nuages de dioxyde de carbone. Donc, vous en avez notamment accroché au volcan, au fond des vallées, ici, un petit peu partout. Et tout ceci va être lié notamment au cycle du dioxyde de carbone à la surface de la planète Mars, et notamment à la présence de glace carbonique au niveau des pôles. Vous le voyez, Camille Flammarion décrit ces calottes polaires assez bien. On note très bien l'effet des saisons sur les dimensions des taches polaires qui varient au cours des saisons. On a pensé que les taches polaires blanches pourraient être produites par des nuages amoncelés sur les pôles. La tache blanche est trop fixe pendant des mois entiers, diminue et s'accroît trop régulièrement et offre des contours trop nets. Il n'est plus douteux que ce seraient bien là des neiges. Donc effectivement, c'est des neiges, mais lui, il disait que c'était des neiges d'eau, et finalement, c'était de la neige carbonique. Effectivement, aujourd'hui, voilà nos images réalisées où nous avons ici la calotte polaire nord, la calotte polaire nord durant l'été, la calotte polaire nord durant l'hiver, et vous avez vu, vous avez une couche neigeuse comme ça qui se superpose. Et aujourd'hui, on le sait, toute cette couche-là, en fait, c'est de la neige carbonique qui va se condenser à partir du dioxyde de carbone atmosphérique. Donc vous allez avoir une variation de la pression atmosphérique saisonnière avec effectivement ces dépôts à l'hémisphère nord. Vous voyez qu'ici, entre les traits, on retrouve la taille de la calotte polaire nord. En hiver, vous avez des températures à peu près de moins 120, moins 130 degrés. Et en été, vous allez avoir plutôt des températures autour de moins 50. Donc vous allez avoir effectivement ce cycle du CO2. Alors effectivement, vous le voyez, ça c'est une observation, la calotte polaire bien vue depuis Cassini en 1666. Et puis vous avez une cartographie ici réalisée par Flammarion, où vous avez effectivement une calotte polaire à son maximum pendant l'hiver et une petite calotte polaire pendant l'été. Donc il a observé effectivement bel et bien ces effets saisonniers à la surface de Mars. Mais encore une fois, malheureusement, il s'était trompé parce qu'il n'avait pas les billes pour comprendre que c'était de la glace carbonique. Et voilà, une belle image également aussi de la calotte polaire sud, où vous avez la calotte polaire sud en été, la calotte polaire sud en hiver. Alors voilà, du coup, on quitte évidemment
cette Lune et cette Mars. Ce qui est intéressant, hein, voilà qu'est-ce qu'on dirait depuis la planète Mars sur cette planète. Voilà une photo qui a été prise par la sonde iRISE il y a très peu de temps, hein, de notre planète Terre et de la Lune. Vous voyez ce qu'on voit depuis voilà, avec notre petite caméra, et de cette petite Terre là, qu'est-ce qu'on raconterait? Imaginez-vous, bah voilà, ici les taches sombres, ça ce sont les continents. Ici, là, les taches claires, ce sont les continents. Ici, les taches sombres, eh bien, ce sont les océans, naturellement. Donc, vous voyez qu'on pourrait totalement se tromper. Et ça, c'est problématique parce qu'évidemment, aujourd'hui, si un jour on a quand même des images d'exoplanètes comme ceci, on serait déjà extrêmement heureux, hein, si on arrivait à faire ça. Mais malheureusement, même avec ça, il va falloir d'autres instruments, hein. La vision n'est pas suffisante pour décrire les planètes dans le système, dans les exoplanètes, hein. Il va falloir évidemment des spectroscopes, d'autres instruments capables de mesurer la composition de l'atmosphère et comprendre finalement ce qui se passe à la surface. Mais c'est vrai que ces exoplanètes, hein, je finirai évidemment par cette petite partie. Camille Flammarion, voilà ce qu'il écrit, hein. Les astronomes sont d'accord pour admettre depuis plusieurs siècles déjà que chacun de ces innombrables soleils qui peuplent l'infini est le centre d'un système analogue au système planétaire dont nous faisons partie. Voilà. Il n'y a pas de doute, hein, il y a d'autres planètes autour des étoiles. Nos yeux sont trop faibles pour apercevoir ces planètes inconnues. Nos télescopes les plus puissants n'atteignent pas encore à ces profondeurs. Donc évidemment, bah voilà, incapacité d'observer ces étoiles. Aujourd'hui, hein, moi j'aime beaucoup cette vidéo. Voilà un système d'exoplanètes, hein, de 4 exoplanètes qui tournent. Il y en a une un peu plus proche, voilà la 4e, hein, réalisée là il y a quelques temps. Vous voyez ici, eh bien, pour la première fois, hein, bouger les exoplanètes autour de l'étoile principale. Alors évidemment, ce système est totalement différent. L'étoile est plus grosse, les planètes sont plus proches, mais toujours est-il que vous avez un système planétaire qui est en mouvement, hein, et vous arrivez effectivement, aujourd'hui, nous avons les moyens de détecter ces exoplanètes depuis la planète Terre. Mais ça reste encore des petits points. Évidemment, François l'a raconté hier, on commence à pouvoir déterminer les densités, les masses, les tailles, mais tout ceci, évidemment, n'est pas encore totalement, nous permettent pas totalement encore d'expliquer à quoi ressemblent tous ces mondes, même s'il y a un gros travail de réaliser aujourd'hui. Alors pour finir, hein, moi j'aime bien ce site, c'est un site notamment de l'Observatoire de planètes, de l'Observatoire de Plany, exoplanète.sep.pro, où vous avez le nombre de planètes découvertes en direct, hein, celles qui sont confirmées, celles qui ne le sont pas. Vous voyez que lundi 7 août, hein, début de semaine, on avait 6056 planètes candidates et confirmées. Donc vous voyez, hein, ça en fait. Vous avez la majorité de ces systèmes qui sont des systèmes avec une planète. Et puis, vous avez évidemment peu de systèmes avec de nombreuses planètes, mais quand même, hein, on note 2 systèmes avec 7 planètes, 7 avec 6 planètes. Hein. Donc, vous voyez qu'on commence à découvrir un grand nombre de systèmes planétaires autour d'autres étoiles. Et puis, il y a ce petit tableau, ce tableau qui, évidemment, voilà, on essaye de trouver notre propre Terre. Hein. Vous le voyez ici, en abscisse, vous avez la masse, où on considère voilà, notre planète Terre qui est là entre 0,5 et 2 masses terrestres. Et puis vous allez avoir ici la température, chaude, tiède, froide. Où les planètes chaudes, eh bien, c'est la température de surface supérieure à 100 degrés, les planètes tièdes entre 0 et 100 degrés, les planètes froides en dessous de 0 degrés. Alors évidemment, tout ceci est approximatif, mais vous voyez quand même que voilà, des planètes terriennes tièdes, on va dire, on en connaît à peu près 2. Hein. Donc, mais attention, hein, tout ceci évidemment à prendre avec des pincettes, il y a de nombreuses incertitudes. Toujours est-il que vous voyez qu'on continue à découvrir. Ici, il y en a 6056, hein, il y en a 4500 qu'on n'a pas réussi à classer dans nos planètes du système solaire, et il y en a quand même un grand nombre, avec notamment beaucoup de Jupiter. Et vous le voyez, hein, aujourd'hui, hein, on trace, pareil sur ce site, on peut réaliser beaucoup de diagrammes qui nous permettent, là ici, on a la masse terrestre, ici la distance à l'étoile. Et vous le voyez, hein, tout ça, tous ces points, eh bien, ce sont les exoplanètes qu'on a découverts avec eh bien, toutes les méthodes. Donc, je ne vais pas rentrer évidemment ici, vous avez eu déjà des conférences sur les exoplanètes, mais la méthode des transits, hein, qui est la méthode la plus efficace pour découvrir les exoplanètes aujourd'hui. Mais vous le voyez, hein, selon les différentes méthodes, eh bien, par exemple ici, la méthode des transits vont nous permettre
de trouver surtout des planètes qui sont très proches de leur étoile. Ici, l'imagerie va nous permettre surtout d'imager des planètes plutôt éloignées de leur étoile, et ainsi de suite, les vitesses radiales où on arrive à avoir des étoiles, des planètes aussi proches et assez éloignées, avec, vous le voyez ici, la masse terrestre. Donc la masse terrestre, nous sommes ici, et donc on a effectivement quelques planètes qui ressembleraient éventuellement à la planète Terre. Et donc je finirai évidemment par cette phrase de Camille Flammarion, qui sait si bientôt nous nous communiquerions pas ensemble par un télégraphe ni plus ni moins merveilleux que celui qui nous permet actuellement de causer à voix basse et instantanée d'un bout à l'autre du globe terrestre. Voilà, donc j'espère que l'inventeur de ce télégraphe est dans la salle. Et donc voilà, continuez de rêver, lisez Flammarion, et merci beaucoup.